Polysécure, épisode, disons, technique. Je suis accompagné d'Alex. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui est un peu litigieux sur la place publique au Québec. C'est-à-dire que DGEQ a lancé un appel d'offres pour faire des élections par Internet. Ça a soulevé beaucoup de passion, puis beaucoup de critiques publiquement. Vous avez été demandé d'analyser l'appel d'offres par quelqu'un qui était préoccupé par la situation, justement, pour comprendre ce qu'il y en est et justement amener des recommandations pour améliorer le processus en question. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Yes, fait que globalement, chez Palo Alto, on a eu une requête là, dans ce sens pour avoir une idée un petit peu plus claire là, de la direction que prenait le DGEQ, puis un petit peu est-ce qu'il y avait des risques inhérents à un genre de projet d'envergure qui est quand même majeur pour le Québec et pour énormément de gens concernés, que ce soit la gestion des données personnelles. Il y a un cadre législatif aussi qui est comme la loi 25 qui renforce énormément de ces pouvoirs-là pour donner un petit peu la possibilité de mettre sous clé ou protéger de façon plus efficace les données. Puis arrive un petit peu ce genre de projet-là de société, quasiment, il faut le dire, de se positionner sur le vote en ligne en incluant des preuves de concept avec des participants quand même à grande échelle pour un développement initial pour ce genre de technologie. Donc, globalement, de notre côté, on s'est dit, avec cette demande-là, on va mettre des spécialistes de notre côté chez Palo Alto pour dire vraiment, décortiquer un petit peu comment que l'approche a été faite, regarder un petit peu le niveau de risque, pondre un petit peu les suggestions des orientations technologiques possibles et aussi de faire une petite conclusion dans ce rapport-là pour aiguiller un petit peu plus de... Le brouhaha a tellement été immense sur la place publique sur ce sujet qui a été chaud pendant quelques semaines. Nous, à tête reposée, on s'est mis la tête dedans pour vraiment regarder qu'est-ce qu'il y en est réellement puis comment ça a été réalisé initialement. Ouais, c'est super intéressant, surtout que c'est basé sur de l'information publique. Fait que vous avez pu émettre une opinion là-dessus, puis justement, là, différentes choses. Fait que vous avez soumis ça à des experts internes chez Palo et est sorti, je crois, c'est 6 constats majeurs qui ont été regardés et naturellement les mesures d'amélioration conséquentes. C'est ça? Exact, c'est ça. On a dilué beaucoup de choses pour en rester pas trop dans le très, très technique parce que globalement, c'est voulu pour être lisible un peu pour tous et chacun, pour avoir un point de vue direct. Puis c'est ce constat qu'on est revenu avec là, d'une façon haut niveau, qui viennent avec des recommandations pour au moins réorienter peut-être certains trucs qui soit étaient peut-être pas accompagnés d'une façon suffisante ou voyaient le jour dans un horizon un petit peu plus... comment dire, comme si c'était une preuve de concept, même si en gros, ça l'implique beaucoup plus que ça. Très intéressant. Je vais te laisser commencer avec le premier constat, justement. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Premier constat, donc, l'appel d'offres, c'est la beauté de la chose, c'est public, les devis techniques, toutes les informations relatives aux exigences. Donc, on peut autant lire des choses qui sont là, autant lire des choses qui ne sont pas. Donc, c'est souvent là où l'enjeu se trouve, c'est dans les choses non spécifiées. Mais si on commence avec quelque chose de facilement identifiable, c'est qu'il y a des exigences technologiques qui ont été demandées, qui peuvent être développées pendant la durée du mandat. Donc, ça, c'est une pratique de si on n'a pas déjà une solution qui contient X, Y et Z requis, puis c'est quand même, je pense, la moitié des requis techniques qui avaient une exigence qui peut être développée en cours de mandat. Ce qu'on arrive dans une application qui ne peut manquer des choses jusqu'à temps qu'elle soit livrée, c'est que tout ça peut impliquer énormément d'enjeux comme des vulnérabilités de sécurité qui peuvent être inhérentes pendant une bonne partie du mandat. On peut manquer des tests de sécurité adéquats. Donc, si ça peut affecter la planification puis les essais, si on teste des choses qui sont pas disponibles à un certain moment donné, qui sont intégrées plus loin, on reteste, puis là, on remarque qu'il y a des choses utilisées qui ne devraient pas l'être. Donc, ça, on apporte un risque supplémentaire à tout ça. On peut dire également, initialement, parfait, je respecte des cadres législatifs X ou des cadres normatifs comme les ISO, les NIST, les SOC 2, mais qu'on développe des choses dans le mandat qui ne respectent plus ce standard-là. Donc, on peut se dissocier un peu du step initial en s'éloignant de ça, même si c'est pas intentionnel, c'est normal, c'est du développement. Ça peut aller à gauche, à droite, ça peut demander l'implication de peut-être des composantes ou des sous-contractants qu'on n'était pas au courant qui vont travailler d'une autre façon. Donc, ça, bien sûr, c'est toute la gestion de risque et la sécurité.
En parlant de ça, si on développe des mesures de sécurité qui sont exigées, qui sont qui sont dans le fond, plus haute comme requis que ce qui est présentement là. Ça veut dire que jusqu'à temps qu'elle soit mise en place, il peut avoir de la risque de compromission. Donc, des données sensibles, des trucs comme ça qui pourraient se retrouver comme en mock data, mais aussi en vrai data si on démarre des phases en même temps que d'autres, puis on n'a pas nos mesures de sécurité adéquates dès le jour 1. Donc ça l'entraîne ce volet d'enjeux-là et des risques opérationnels. Fait que globalement, si on part pour documenter la chose, opérationnaliser certaines choses, puis que le produit au jour A n'est pas pareil que le produit 60 jours plus tard, 90 jours plus tard, 1 an plus tard, ben on va avoir un problème d'efficacité, de productivité, puis on va avoir aussi un enjeu de pouvoir opérationnaliser ça de façon efficace qui peut donner lieu à plein de problèmes au travers de tout ça. Donc, on avait quand même quelques petits bémols là, à voir ce gros cette espèce de section-là quand même majeure de juste dicter des choses possibles en développement. Puis là, à ce moment-là, on se fie un petit peu aux normes contractuelles pour être certain qu'ils vont être développés. Là, c'est une chose de s'assurer que d'un côté que c'est respecté, puis de l'autre côté, de faire le développement de façon efficace, puis pas de tourner les coins ronds. Ça, globalement, pour caser une coche pour un requis, des fois, on peut voir ça qui est un petit peu passé rapidement. Ouais, ben c'est ça, là, il y a des enjeux, puis peut-être dans ces circonstances-là, puis là, je devance vos constats aussi, là, ben, vos recommandations. Aurait dû avoir une phase de consultation justement pour peut-être un peu plus baliser ces éléments-là pour que ça soit assuré que la firme qui va avoir le contrat à terme soit correctement balisée parce qu'on sait tous que les contrats publics ont tendance des fois à mal tourner. Là. On en a eu plusieurs exemples dans les derniers mois, les dernières années. Donc, on essaie d'éviter ce genre de choses dans ces circonstances-là. À quoi ressemblaient justement les recommandations que vous avez ressorties de cette espèce de flou-là qui ne balise pas, peut-être pas insuffisamment le développement de l'application? Exact. Ce qu'on a visé comme recommandation, c'est relativement simple, c'est de spécifier clairement dans l'appel d'offres les exigences technologiques qui doivent être satisfaites avant le démarrage. Donc, soit vis-à-vis justement un spécialiste de cybersécurité ou de justement dicter, ben, on va se donner une période si vous manquez des différentes fonctionnalités, mais on ne démarrera pas le projet avant qu'elle soit satisfaite. Et ça sera le mandat démarrera à ce moment-là. Donc, une période de grâce pourrait être aussi un enjeu si on demande des choses qui sont très pointues ou doivent être adaptées au contexte spécifique du DGEQ. Mais il y a manière de mettre des mesures de sécurité appropriées en place dès le départ pour pas avoir ces risques-là qui sont de toute façon, dans un bon développement d'applications sécuritaires, on va démarrer initialement avec quelque chose qui va être l'équipe de sécurité et l'équipe de développement, main dans la main, vont développer ensemble jusqu'à une certaine phase qu'on est capable de se rendre en POC, on est capable d'intégrer des sources, puis on a cette fiabilité-là qui est prête. Mais là, en ce moment-là, c'est on run as you go. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment de dire, donnez une période de grâce, donnez un petit délai, codez ce qui vous manque, sécurisez, stampez-le, faites-le valider et accrédité par le client qui va être le DGEQ. Puis vraiment, OK, c'est stampé, on est correct, les exigences sont requises, on peut démarrer le projet. Puis ça sera au pire quelque chose à voir dans les prochaines phases du projet, mais on part déjà avec une table d'exigences remplie sur puis un développement qui va être pas mal plus sécuritaire quand on va être rendu dans une phase vraiment en production. Oui, tout à fait. Puis en connaissant les appels d'offres au Québec, le degré d'imprévisibilité de cette clause-là peut causer des soucis justement sur les soumissionnaires parce qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui nous attend. Puis tu mentionnes justement d'amener des choses au gré des éléments. Ça, c'est le genre de choses qu'on aime moins dans ce genre de contexte-là. D'avoir une visibilité en amont, justement, quand on va soumissionner sur l'appel d'offres, justement, pour qu'on soit capable de, mettre les coûts cohérents, les bons coûts qui sont associés à ce genre de choses-là et justement de nous amener au bon endroit avec un produit qui atteint les normes de sécurité correctement dans les circonstances. On connaît très bien le système d'appel d'offres public pour dire que dans la majorité des cas, quand on est pour octroyer des services ou octroyer des solutions technologiques, surtout de mon côté pour les solutions en tant que telles, j'ai pas le droit de dire que si j'ai une fonctionnalité qui est pas disponible et qui va l'être dans 3 mois, je suis automatiquement exclu de peu importe le processus. C'est normal, je dois satisfaire aux exigences qui sont de mes jour 1 parce que faut que ça soit utilisable jour
jour 1. On devrait fonctionner de la même façon, honnêtement, pour ce type de choses-là, ou d'y aller justement avec un mode qui garantit que du moment que les clés sont remises pour démarrer un projet, qu'on ait tout en main puis qu'on ait vraiment les exigences qu'on a demandées jour 1 du départ du projet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le second constat. Oui, donc on a vu ça, c'est vraiment un volet qui est devenu important avec des grosses vulnérabilités à la Log4j. Je suis sûr que personne s'en rappelle, ça a passé presque inaperçu. Ça a été spécial de ne pas voir ça. Moi, je m'attendais à avoir une exigence concernant les composants qui sont libres de droit et les dépendances externes. Ça étant beaucoup de fournisseurs de solutions, autant technologiques, développement applicatif, automatisation, vont dépendre de composantes souvent open source ou de trucs externes qui souvent doivent être indiqués. Donc, il doit y avoir des requis technologiques pour indiquer son contrôle ou au moins d'avoir un processus pour étudier, auditer ces composantes-là. Là, il n'y avait aucune mention. Fait que ça induit quelques petits risques quand même de ce côté-là, qui est d'un des risques de sécurité, bien sûr, parce qu'on peut induire une vulnérabilité qui dépend d'un package ou d'une composante qu'on n'a pas de contrôle ou qu'on a introduit dans notre environnement simplement pour répondre à une fonctionnalité sans avoir le durcissement qui vient avec ou vraiment l'analyse de ce volet-là pour garantir que le produit reste sous le contrôle aussi du client et de son fournisseur. On va avoir des risques de dépendance à des fournisseurs spécifiques. Fait que si je dépends de quelque chose d'autre qui n'est pas à mon contrôle, qu'est-ce qui peut arriver de dire que ça va cesser d'être supporté ou que ça va m'introduire un problème au niveau de ma chaîne d'approvisionnement parce que je dépends d'une composante qui finalement a été développée à l'extérieur du pays. Ça, beaucoup veulent conserver la rétention ou conserver le contrôle, dire je veux que mon développement soit au Canada, je veux que mes données soient au Canada. Oui, mais si ce qui traite ta donnée est des composantes qui ne sont pas natives de là ou qui peut induire un risque, ça, c'est quand même une chose à avoir comme information qui peuvent être utiles dans de la gestion de risque. Et aussi, puis ça, c'est un petit peu plus du législatif, mais des problèmes de droit d'auteur. Fait que globalement, il n'y a rien qui empêche que des gens peuvent aller chercher des packages. On s'entend que l'Internet est rempli de belles choses pratiques et utiles quand on commence à développer des choses. Donc ça peut organiser certains risques d'avoir peut-être des packages utilisés ou signés par d'autres organisations qui viennent pas avec des licences de type entreprise. Encore une fois, ça devrait être aux mains du fournisseur de vraiment s'organiser, d'avoir ce contrôle-là. N'ayant pas d'exigence, n'ayant pas une expérience de firme peut-être excessivement élevée ou des requis serrés dans ce sens-là, tout est possible de ce côté-là si on décide de dépendre de ce genre de trucs-là. Puis tout ce que ça demanderait dans le fond au niveau de l'appel d'offres pour simplifier ça, c'est vraiment soit d'avoir un workflow, donc un chemin de travail, je sais pas si ça se dit, mais c'est dégueulasse. Il devrait avoir un processus. Un flux de travail, peut-être. Parce que bref. Oui, c'est déjà mieux, un flux de travail ou un processus. Au moins que le fournisseur doit montrer que s'il inclut des composantes externes ou des solutions qu'il doit dépendre, qui est offert au client, qu'elle passe par un processus d'approbation, soit par le client, ou tout simplement qu'il n'y en ait pas. Donc, globalement, ça va être développé et gardé sous contrôle complet. Et ça, on enlève la possibilité complète, mais on sait que dans un développement, souvent, c'est une partie qui va arriver souvent qu'on va avoir certaines librairies, certains trucs qui vont dépendre d'ailleurs. Donc, il doit avoir un processus, il doit avoir une validation qui est faite avant ce là. Fait que, juste d'avoir un requis ou deux dans cette direction-là aurait juste donné un petit peu plus de visibilité au DGEQ pour prendre action sur qu'est-ce qui peut être intégré avec ou sans leur consentement dans ce genre de développement-là. Puis qui dit justement composante de tierces parties, dit également dans les risques étatiques en ce moment, l'implication de tout ce qui est élection un peu partout, même compromission des données de façon mondiale, entreprises privées ou publiques, personne n'est vraiment à l'abri. Puis d'utilisation de librairies qui peut induire un risque, il y a des outils automatisés qui les cherchent tout simplement. Il n'y a pas vraiment à se dire on est en sécurité parce qu'on est dans un domaine X ou Y. Rendu aujourd'hui, c'est plus vraiment un facteur là, s'il va arriver quelque chose. Non, effectivement. De toute façon, Log4j au Québec a été un bel exemple de ce moment-là plus costaud justement sur le déploiement, parce que ça a quand même bloqué les systèmes de l'État pendant un certain temps, justement, la décision qui a été prise ici.
Par ailleurs, c'est sûr que le rituel du côté du S-bomb, parce que c'est essentiellement ça qu'on parle ici, est pas très élevé au Canada et au Québec en particulier. Ça a commencé à apparaître aux États-Unis, mais je crois que dans un système d'une criticité aussi grande que celle de système d'élection, effectivement, on doit être à l'avant-garde de ce qui se passe ici et ailleurs. Puis l'usage de ces stratégies-là, elle est de très, très bonne d'ailleurs. Là. Puis je le conseille en général, là, au-delà du système d'élection, dans ce cas-ci, c'est bon d'avoir ce genre de connaissances-là parce qu'il est de plus en plus courant que les tiers partis injectent des choses volontairement ou pas dans leur code qui viennent mettre en péril les différents éléments. Exact. Tout est dans la chaîne d'approvisionnement, un contrôle de tout ça. Puis des fois, la dépendance applicative, ça peut sembler anodin, mais c'est un risque qui a créé des vulnérabilités monstres. Là. Qui a des conséquences très importantes qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à temps que Log4j vienne nous mordre les mollets. Et après ça, ça a pris, je pense, une semaine ou deux. On avait des outils automatisés qui cherchaient automatiquement où ils devaient trouver. Puis on avait déjà une liste de victimes publiées avec des ransomware qui ajoutaient ce vecteur d'attaque-là à leur arsenal. Fait que globalement, qui pour dire que tout ça ne pourrait pas réarriver une autre fois qu'une dépendance X, Y ou Z. Effectivement. C'est une très bonne chose. Puis bon, c'est un gain pour tout le monde, justement, d'améliorer ce genre de choses-là. Le constat suivant, là, qui est au niveau des requis de cybersécurité, qui était peut-être un peu pas à jour. Oui, on voit qu'il y avait une intention d'aller vraiment inclure la cybersécurité dans le volet du DGEQ. Ce qu'on a pu remarquer, par exemple, c'est qu'il y avait des requis qui étaient relativement génériques. Dans un système qui est très axé, qui a un niveau que la confidentialité de la donnée, son intégrité aussi est comme un niveau de risque très, très, très élevé. On s'attendait à avoir vraiment des requis très, très spécifiques sur son traitement, sur énormément de choses au niveau du volet, comment qu'elle est processée, donc elle suit à gauche, à droite, comment qu'elle est transférée. Ce qu'on voyait, c'est des requis de cybersécurité plus génériques. Donc, globalement, il y en avait certains qui dataient un petit peu de ce qu'on peut voir. Quelques exemples. Puis surtout en termes d'efficacité, on n'est plus où c'est qu'on devrait être. On demandait des mécanismes de blocage basés sur les territoires, donc la géoblocking pour être capable d'isoler ça. Ça, en 2024, c'est excessivement peu utile. L'adresse IP étant une valeur qui n'est plus vraiment très, très représentative en cybersécurité comme pour induire un niveau de risque. Donc, il y a tellement de moyens d'éviter ça. VPN, proxy, nœud de sortie de Tor. Je veux dire, on peut se cacher au travers d'une communication déjà existante ou se faire un jump sur un Azure Canada S. Je veux dire, c'est très dépassé. Fait qu'à ce niveau-là, on devrait peut-être remettre à jour ce volet-là. On en avait aussi des requis qui étaient bien pensés, mais trop génériques. Donc, des protections comme déni de service. Le requis, c'est la solution doit avoir une protection contre le déni de service. Il n'y a pas mention de est-ce que c'est via des pare-feux, système d'intrusion, anti-DDoS, TCP, UDP, de quel type de protocole, plus de l'antimitraille, avoir la possibilité de faire des listes de blacklist sur ceux qui font des attaques répétées, d'induire un niveau de risque par la solution qui protégerait de ça. Donc, d'aller plus creux. Ça, c'est le danger d'un appel d'offres qui est public, puis ça, c'est plus généralisé qu'autre chose, c'est de pouvoir cocher une case. On coche la case, je fais ça parce que j'ai un script qui fait juste dire tu t'as tenté de te connecter tant de temps, puis je kick ta session. Il y a n'importe qui va pouvoir cocher cette case-là sans avoir une réelle protection qui va être capable de vraiment répondre aux besoins. Puis on n'a pas d'information non plus de volumétrie qui peut nous donner une idée de c'est quoi l'ampleur. Fait que juste pour la firme qui veut répondre, dire je dois protéger via du DDoS, mais je m'attends à quoi comme trafic, ou comme requis ou comme type de solution à protéger. Probablement, ça va être je vais faire exactement le moins possible pour juste cocher la case puis passer à autre chose parce que c'est trop générique. Puis même là, ça sera pas débattu, il va avoir la fonctionnalité. Donc, on aurait pu avoir au DGEQ plus de profondeur dans certains requis pour vraiment leur garantir une meilleure posture, puis d'adopter peut-être un modèle de
de développement à la SSDLC, donc le Secure Software Development Lifecycle. Fait que d'aller avoir vraiment ces requis jour 1 sur ce qui est actuellement comme besoin au moment du développement, puis tout au long du cycle de vie pour vraiment identifier les risques qui sont où. Fait qu'au développement, initial, on aurait ça. Pendant le packaging, on aurait eu ça. Pendant le runtime, on aurait eu ça. Fait qu'on aurait pu avoir tout ça d'une façon sécuritaire, puis avoir vraiment nos requis identifiés parce que ceux-ci sont connus. C'est dans les guides de développement, c'est dans des processus déjà identifiés. Fait que c'est juste de s'interroger sur le marché puis d'aller chercher cette information-là, soit avec des experts dans le domaine, des consultants, peu importe, puis d'aller vraiment chercher l'information pour monter les niveaux de requis à un niveau supérieur pour qu'ils puissent se doter vraiment de la posture qu'ils ont besoin. Ouais, notamment, puis qu'il y ait aussi avec des objectifs, parce que tu sais, la protection contre données de service, c'est bien, mais ça ne fixe pas l'objectif. Dans ce cas-ci, on pourrait parler de SLA. Spécifique, si on va aller couvrir plus large à ce moment-là, en couvrant comme ça, mais en même temps en donnant un certain nombre d'indications, parce que là, tu as un objectif qui est à dire on veut le système soit blabla. Et à ça, tu dis, OK, ben voici ma volumétrie, voici ce qu'il y en est justement pour que le soumissionnaire puisse calibrer son offre en conséquence. Parce que se battre contre des données de service géants comme Krebs l'a été notamment, c'est très dispendieux versus des données de service plus petits ou plus momentanés ou ainsi de suite peuvent se présenter de différentes façons. Et un données de service n'est pas une surcharge de la ligne réseau, ça peut se retrouver de plein d'autres façons. Donc, il existe des nuances importantes. Donc, d'arriver à bien décrire ça pour que le soumissionnaire sache à quoi s'attendre, à quoi mettre le bon prix puis les bons services et d'arriver à l'objectif qui est voulu que le système soit disponible durant la période d'élection, justement que le citoyen puisse l'utiliser correctement et sécuritairement durant cette période-là. Exact, c'est vrai. En plus, pas de SLA ou de genre de niveau de service peut avoir également un impact sur tout ça. Puis c'est vrai qu'il y a énormément de types d'attaques par des services qui peut être juste que t'empêches les gens d'utiliser le service, ben juste empêcher que le site soit joignable par une redirection DNS pour en être qualifié une, autant que juste envoyer des floods de requêtes ou de SYN pourrait en être une autre. Donc, c'est beaucoup trop large pour avoir vraiment une idée concrète pour répondre à l'entièreté du besoin, qui a le besoin de penser qu'on sait, moi et toi, que ça va être, OK, ben c'est une protection avec une volumétrie, avec vraiment une orientation dans le sens que des citoyens vont y accéder, qu'il va y avoir des données qui doivent être chiffrées en transit, il y a un temps de transaction aussi à prendre en compte. Il faut spécifier les diverses fonctionnalités requises, ça c'est sûr. Tout à fait. On va basculer à l'autre constat au niveau de l'exécution, au niveau du runtime, comment le code doit être protégé, comment les choses doivent être protégées, puisque c'est assez important. Si la machine elle-même ou on est capable de rentrer, si le code lui-même n'est pas protégé, peut devenir problématique. Je vais te laisser expliquer davantage le point et les mesures de mitigation proposées. Yes. C'est globalement, il y avait au niveau des requis, on avait pensé à certaines choses, de l'encryption au repos, des normes au niveau de certains traitements, mais globalement, une fois que le développement était comme livré avec ces requis-là, il n'y avait plus une mention vraiment de qu'est-ce qui se passait avec le reste. Donc, on parle vraiment de tout ce qui est runtime, donc en exécution. Fait que les requis vraiment en développement, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Une fois que c'est en train de rouler, là, normalement, on se fie à que tout a bien été fait sur le long. Il va continuer à être mis à jour parce qu'il y avait une mention de faire des mises à jour d'une façon, encore une fois, relativement générique. C'est là, je ne l'adresserai pas. Ça va de soi. Qui peuvent induire comme quand même quelques petits trucs au niveau du risque. C'est que, globalement, pendant que le code fonctionne, il y a des chances que des nouvelles vulnérabilités sortent, même si celui-ci est déployé selon les meilleures pratiques, on est en production, tout va bien. Ben, tu sais, dans un guide de développement ou une approche de développement continue, ça va être le genre de choses qu'on doit adresser pendant que le code roule, puis qu'on va tout simplement à chaque
nouveautés, mises à jour, ou même juste pendant que le code lui-même roule, que ce soit en mode fonction, serverless, ça soit une lambda, ben tout ça, il peut se passer live une injection, puis il va se passer quelque chose. À ce moment-là, il n'y a pas de spécification d'avoir un genre de solution qui pourrait inspecter ce qui se passe au niveau du code, ou bien répondre à certaines menaces pendant que celui-ci est en train d'exécuter des commandes, que ce soit par gestion de risque ou par endpoint ou pas. Donc, il y a ce volet-là qui était quand même qui peut faire une exposition à certaines attaques, qui peut induire un risque de compromission des données, parce que même si l'encryption est spécifiée, ben si on passe par une vulnérabilité ou on injecte quelque chose à l'intérieur du site, on est capable d'y accéder, c'est pas l'encryption pendant que la donnée est au repos qui va vraiment garantir la confidentialité, parce que l'application a des droits d'aller la consulter. Donc, on se retrouve aussi que la gestion de droits n'a pas été spécifié non plus sur comment elle doit interagir. Ça va aussi rendre une grosse difficulté sur la détection des attaques. Si on garde l'application comme étant de confiance puis qu'on regarde de l'extérieur, ben jusqu'à temps qu'elle fasse des comportements normaux ou que les journaux nous induisent quelque chose que c'est pas normal, ça se peut qu'il se passe des minutes, des heures, des jours. Les mean time to respond en ce moment, dans les moyennes des entreprises, c'est calculé en jours. Donc, il faut se dire que de tout simplement regarder de la journalisation, ça prend une équipe SOC assez très, très bien éduquée pour être capable de répondre rapidement à quelque chose au niveau applicatif qui va sembler être anormal ou faire des choses qu'elle ne devrait pas, dû au fait que d'avoir eu cette optique-là de juste dicter, OK, on a besoin aussi que le code, une fois qu'il roule, une fois que l'application est développée, puis qu'on tombe en mode opération, on a besoin aussi d'avoir une solution qui va inspecter tout ce qui se passe, qui va être au niveau applicatif, au runtime, puis qui va vraiment nous valider que ce que l'image est supposée faire, ce que le code a initialement été fait pour, ben c'est ce qui se passe réellement dans mon conteneur ou dans ma fonction, puis qu'on n'aura pas de différence, puis il n'y aura pas de comportement anormal. Puis ça, c'est un gros volet actuellement de beaucoup d'entreprises qui sont peut-être moins actuelles pour l'élection, mais des compagnies qui sont nées dans le cloud, qui n'ont jamais eu besoin là, d'avoir un périmètre de sécurité, puis que tout est développé en mode SaaS, PaaS. Ben, il arrive un petit peu à ce constat-là, que c'est énormément de charges qui n'ont pas de conscience comment ça roule, puis qu'est-ce que ça fait réellement. C'est le de confiance. J'aime ça aussi l'aspect de surveillance en continu, puis j'imagine que c'est ça que l'appel d'offres n'en parlait pas, justement cet élément-là où on doit avoir une équipe de sécurité opérationnelle qui est en constante vigie pour suivre ça, puis l'intégration dans l'appel d'offres, à mon sens, devrait être assez importante, puisque là, tu parles du runtime spécifiquement, mais dans l'ensemble, pendant qu'on est dans cette période-là, autant avant, parce qu'il y a d'autres éléments aussi que vous adressez qu'en amont doivent être faits, mais pendant, il doit y avoir une équipe qui ne fait que surveiller avec une salle de contrôle, un peu comme on voit dans les films, mais c'est moins sexy dans la vraie vie, mais un peu cette salle de contrôle qui permet justement de s'assurer que tout fonctionne, autant au niveau réseau, on parlait de disponibilité précédemment, autant au niveau que s'il y a des attaques, est-ce que ces attaques-là ont réussi ou pas? Et donc, est-ce que le runtime a réussi à tolérer ou les systèmes en amont du runtime ont permis de justement empêcher que celui-ci dévie de son fonctionnement prévu? C'est très intéressant. Ça se base sur un niveau de journalisation, un niveau d'information qui nous vient de l'application qui doit être riche, puis qui doit aussi inclure justement la solution de sécurité qui va nous donner aussi de l'information pour dire, ben, écoute, il y a un processus qui vient d'apparaître, c'est pas normal, si j'ai tant de niveau de risque, fait que là, mon équipe de SOC doit réagir soit avec un playbook, soit une investigation manuelle, soit un blocage, me fier de l'information, mais j'ai besoin d'avoir ce genre de solution-là, souvent dans du style CNAP, pour vraiment me donner la possibilité de l'avoir, cette information-là. Si je ne l'ai pas, ça va être très, très du manuel, puis ça va être une bonne chance pour détecter tout ça là, en faisant du dépilage de log. Ouais, ce serait très difficile, puis en temps réel, on oublie ça, là, si le volume devrait être trop grand, puis ça devrait pratiquement impossible. C'est très intéressant de l'aborder sous cet angle-là. Là. Je trouve ça en même temps un peu étonné, mais pour avoir vu des appels d'offres, je n'ai vu aucun qui faisait justement qui était relatif à ça, cette exigence de surveillance continue, qui est très, à mon avis, très importante, puis qui est un changement important qu'on a connu dans les dernières années. Puis je pense que en tout cas, bref, de le communiquer publiquement. J'espère qu'il y a des gens qui vont écouter puis qui vont intégrer ça dans les futurs appels d'offres là, parce que je pense que c'est un nécessaire. Là. C'est des choses, honnêtement, qui, dépendamment du niveau de criticité, je m'attendrais à ça de systèmes gigantesques qui redéfinit un petit peu comment la société va élire ses élus, d'avoir vraiment ce niveau de précision-là dans à quel point qu'on veut qu'elle soit solide.
parce que il y a des niveaux de risque là. Si on regarde une évaluation de risque là, de tout ça, ça doit être dans confidentialité au maximum, intégrité au maximum. Il y a tellement de niveaux de risque qui est induit par le développement de ce genre de service-là, qui doit être accessif publiquement, qui doit être sur Internet, on n'a pas le choix. Fait qu'il y a quand même des limitations que ça induit. Fait que moi, c'est clairement quelque chose que je verrais d'ajouter, bonifier pour avoir vraiment une plus haute posture. Là. Au moins un temps de réponse là, intéressant là, pour un cas de détection. Là. Tout à fait. Oh, oui, absolument. Puis c'est important d'amener ça, cette discussion dans l'espace public, justement, pour sensibiliser les futurs appels d'offres, qui n'est pas spécifiquement celui, mais vraiment tous qui puissent bénéficier de ces gens. D'ailleurs, c'est l'ensemble de l'exercice qu'on fait, c'est justement pour que ça ça retombe sur l'ensemble du processus d'appel d'offres du gouvernement, là, pour qu'on en bénéficie tout le monde d'une amélioration continue. Tu parlais aussi dans les autres points, les constats, c'est qu'au niveau des audits de sécurité, c'est un peu insuffisant par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre à des systèmes modernes, surtout qu'ils font face à des menaces beaucoup plus sophistiquées comme le système en question. Oui, on a remarqué également, c'est ça, qu'il y avait un audit de sécurité prévu initial, donc avant l'octroi du contrat, et un 20 jours tout au long du mandat. Donc, il y en a beaucoup qui vont dire que 20 jours, c'est absolument pas suffisant, avec raison, mais c'est plus le fait de spécifier ça, moi, qui a été le fait qu'on a ressorti ce requis-là. C'est que normalement, on devrait avoir une équipe de sécurité qui fait une évaluation en continu. C'est pas vraiment chiffré en jours maintenant là, dans les applications qui sont récentes puis qui vont tout ce qui est SaaS, le monde est tellement rendu dynamique que d'auditer quelque chose un point dans le temps, que ça soit au niveau de la surface d'attaque ou que ça soit de l'auditer au niveau de qu'est-ce qui est exposé, vulnérabilité ou l'audit du code lui-même. Les environnements sont trop dynamiques pour dire que le jour 1, ça va être ça, puis on peut être sûr que ça ne changera pas pendant une semaine. Désolé, mais maintenant, aujourd'hui, c'est plus vraiment une possibilité dû au fait qu'on a des risques de vulnérabilité non détectés. Mon code peut être, sans que je le sache, sans donner un comportement X, être ramassé de l'information sans que je le sache d'un jour à l'autre. Puis ça, peut-être ça va rester indétecté. Ça me donne un risque aussi de fausse sécurité. T'sais, on pense que tout roule bien. On l'a audité à telle date, on n'a pas notre auto-audit, tout va bien entre ces deux dates-là. Donc ça, c'est un petit peu un risque de fausse sécurité. Les non-conformités aux normes, fait que si on change des choses puis on l'a audité à ce moment-là, OK, on a garanti que la donnée était traitée de la bonne façon puis que mise à jour, qui l'aurait cru, un mois plus tard, on ne la respecte plus, mais on n'a pas réaudité depuis. Donc, normalement, le moment qu'on doit analyser, le moment qu'on doit faire une mise à jour mineure, majeure, ou qu'on doit faire évoluer quelque chose qui arrive très, très souvent dans un mode applicatif d'aujourd'hui, l'équipe de sécurité doit toujours être là pour stamper, évaluer, gestion de risque. OK, on regarde, OK, parfait, il y a ça qui a changé. C'est quoi les droits, c'est quoi les permissions, qu'est-ce que ça l'induit comme risque, puis après ça, on développe. Fait que c'est plus, on devrait être en mode accompagnement beaucoup plus qu'en mode audit, parce qu'un audit, de toute façon, tu vas auditer après que le fait soit arrivé. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui peut arriver depuis ce temps-là? Une bonne question à se poser, ça, c'est sûr. Oui, il parlait plein de choses, puis je trouve ça intéressant parce que dans un univers, donc on va avec des containers, on va être beaucoup plus dans un univers de contrôle continu, justement, c'est présent. En surface de surveillance de surface d'attaque aussi, c'est toujours dans un modèle continu, on est toujours face à une situation qui évolue et on présume que la situation va évoluer dans l'organisation. Et donc, évidemment, on prend en sécurité, on prend les moyens pour s'assurer que de capturer cette évolution-là, de s'assurer qu'elle ne vient pas induire des nouveaux problèmes qui n'auraient pas été perçus. Puis, un cycle rapidement, là, puis j'aime bien citer les exemples des grands cloudeurs. Ils font plusieurs centaines c'est pas des milliers de mises à jour par jour. Et tous ces mécaniques-là, puis de façon générale, là, à 99%, ils échappent pas de problèmes de sécurité parce qu'il y a toute une rigueur préalable. Ils ont une surveillance très active de leur surface d'attaque. Le code est surveillé avant la mise à production et tous ces processus-là sont beaucoup plus robustes. Je pense qu'il y aurait eu intérêt à mettre de l'avant dans l'appel d'offres ces informations-là.
Moi, je connais pas le DGEQ, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur, mais s'ils en ont des processus, que ces processus-là soient déclarés publiquement. Je pense pas. Puis ça, là, je vais peut-être me faire tirer des tomates, mais je trouve qu'il y a plusieurs personnes en sécurité qui sont veulent trop cacher les informations de sécurité de l'organisation, quand dans le fond, on devrait être fiers de dire, OK, nous avons un processus de sécurité, voici, suivez-le. Et à ce moment-là, il y a un gain, puis je pense que ça servait à tout le monde. Puis dans ce cas-ci, c'est le DGEQ a des éléments comme ça, de communiquer clairement, soit à travers l'appel d'offres, ou même à la limite sur son site web, dans ce cas-ci, qui ont des processus robustes qui respectent certaines normes de l'industrie, puis justement, exact. On a une vieille mentalité sécurité par l'obscurité dans le temps. Que tu peux pas nommer ce que tu as comme technologie, tu peux pas nommer tes processus internes. Aujourd'hui, c'est plus rendu en mode j'ai développé quelque chose, puis souvent c'est du haut niveau, il n'y a pas d'informations propriétaires. Nous, on le fait chez Palo, on a toutes nos solutions, comment on utilise la donnée, qu'est-ce qui est contacté, à transit où. Je veux dire, ça, c'est une chose qui garantit du peer review. Puis de deux, c'est des processus, globalement, il y a énormément d'autres compagnies, de fournisseurs qui vont également les publier. Il faut s'en inspirer, il faut se les doter parce qu'ils doivent réussir très, très bien, comme tu dis, avec certains produits qui font des milliers de mises à jour par jour, qui passent comme un charme. En tant que clientèle, on n'est jamais vraiment affecté par ça parce que ça roule super bien. D'un autre côté, ils passent pas des nouvelles parce qu'il y a des grosses failles à chaque fois qu'ils déploient une mise à jour. On n'en sortirait pas. Fait que ça aurait pris vraiment une direction pour dire ça nous prend un processus justement d'accompagnement en sécurité au niveau du développement sécuritaire du code, incluant l'évaluation des vulnérabilités, la gestion des correctifs, les contrôles d'accès, l'inventaire des actifs, les technologies de pare-feu, filtrage et sécurité, la surveillance, le plan de réponse aux incidents, la gestion de la surface d'attaque. Ça aurait été un bon bundle à juste dire, faut qu'on adresse ces volets-là, puis ça va être de l'accompagnement régulier, puis ça doit être inclus, puis ça va être évalué à tant, parce que on se fie à ce que ceux qui répondent à l'appel d'offres ont déjà été dans ce sens-là pour des cas similaires. Oui, tout à fait. On va basculer au constat suivant, qui est essentiellement l'absence d'exigence de conformité. Oui. Donc, on arrive sur le petit dernier. Globalement, c'est qu'il est effectivement mentionné que le cycle de vie du développement de logiciel de la plateforme doit inclure le volet sécurité dans toutes ses phases. Fait que l'appel d'offres au moins reconnaît qu'il y a un volet cybersécurité dans le cycle du développement logiciel pour la plateforme. Malheureusement, on n'a pas pu trouver des mentions de conformité sur des normes reconnues, ce qui a trait à la gestion des vulnérabilités, la protection des données sensibles, de la surveillance en temps réel et de l'authentification robuste. Normalement, ce seraient des composantes essentielles un peu à un genre d'application d'élection en ligne sécurisée. Il y a une seule mention qui est ISO 27001 pour les firmes qui soumissionnent. Donc, ça, c'est une base qu'on est habitué de voir un peu partout, mais ISO 27001, c'est une référence en matière de gestion de la sécurité. Elle couvre pas tous les volets. Elle couvre pas tous les aspects de la sécurité et de loin. Si on se fie juste à cette norme-là, c'est pas sûr qu'on va avoir vraiment l'entièreté de la couverture pour ce qui est de la protection contre les nouvelles menaces et les vulnérabilités émergentes. ISO 27001 aussi, l'exigence de la certification ne garantit pas nécessairement que l'entreprise soumissionnaire met en œuvre des mesures de sécurité solides. C'est souvent un ISO, on va respecter le point X, Y et Z. Si t'en fais plus, tant mieux. Mais à la base, c'est juste ça qu'on regarde. Fait que de ne pas appliquer pleinement les bonnes pratiques de sécurité dans la réalité, on n'a pas de moyen de le savoir, autre que ce qui est exigé dans ISO. Donc, c'est important de savoir que pour garantir les meilleures pratiques, il y aurait des normes à aller chercher de façon supplémentaire ou de faire des exigences de développement sécuritaire, d'avoir peut-être le framework, le cadre de travail des entreprises soumissionnaires pour vraiment s'assurer que c'est comment vous faites votre développement sécurisé, où sont les implications des équipes, comment avez-vous votre pipeline, comment c'est fait pour vraiment s'assurer que, bref, oui, vous êtes ISO, mais avez-vous des normes au niveau de ce qu'on veut aller chercher vraiment, qui est autre que comment tu gères certains aspects de la sécurité qui est absolument pas tout dans le marché.
Ouais, puis je suis pas nécessairement un grand fan de ISO dans ce contexte-là, puisqu'il il nous permet pas de guider adéquatement les efforts de sécurité. Puis dans le cas spécifique que tu mentionnes là, ça fait bravo si la firme est certifiée 27 000, c'est parfait, ils ont un SMSI, ils ont une maturité, ils ont des éléments comme ça. Cependant, ça ne garantit pas que la firme est capable de faire une prestation qui est sécuritaire. Ça n'a pas nécessairement de lien avec ça parce que faut savoir que le 27 000 a des périmètres d'action, puis ça se peut que le périmètre d'action, justement, soit pas porté sur ce qui est fait. Fait que c'est un peu un faux semblant de sentiment de sécurité qui pourrait être de ce côté-là. J'irais plus avec des contrôles, puis là, moi, je suis plus d'un aspect de contrôle, un catalogue de contrôle du NIST, notamment, ou d'éléments comme ça qui sont spécifiques. Et dans ce cas-ci, peut-être que, ou n'importe quel autre appel d'offres d'ailleurs, de spécifier une étendue de contrôle qui est attendue spécifiquement par rapport au projet ou qu'il va y avoir une phase d'architecture qui va mettre en place ces dix contrôles-là de sécurité dans lesquels ils vont être mesurables aussi, puisque on va mesurer énormément la qualité de ces contrôles-là par des moyens techniques. On en parle un peu depuis le début de justement d'éléments comme ça, d'avoir un catalogue de contrôle, nous outiller correctement pour être capable de mesurer l'atteinte. Dans le cas d'un appel là, c'est pratique de l'avoir. Peut-être pas qu'il soit affiché dans l'appel d'offres elle-même, mais au moins que le catalogue de contrôle, que le soumissionnaire puisse arriver, voici les contrôles que je m'attends que tu respectes dans ton développement. Puis là, tu as tout ça, puis tu justifies l'atteinte de chacun des contrôles et comment tu les atteins, ces contrôles-là. Donc, d'arriver dans un modèle beaucoup plus adapté à ce contexte-là. Je n'ai jamais vu dans les appels d'offres au Québec. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est un bel outil à la disposition, puis gratuit en plus parce que c'est le gouvernement américain qui développe ça massivement. On a une version canadienne aussi qui est essentiellement une traduction de la version américaine pour le côté francophone. Donc, on est capable de travailler avec ces outils-là qui me semblent très puissants pour un donneur d'ouvrage comme le DGEQ ou le gouvernement du Québec en général, pour être capable de baliser la cybersécurité dans les choses et juste de dire ISO 27 000, parce que tant qu'à ça, moi, c'est comme ISO 9000, ça, c'est bien, mais ça l'amène pas, ça me garantit pas comme donneur d'ouvrage d'avoir un niveau minimal, un niveau que j'aimerais avoir dans mes systèmes qui devrait atteindre dans un contexte comme celui-ci. Peut-être à la limite, puis je vais plus loin, il aurait dû couper l'appel d'offres en deux, c'est-à-dire l'analyse dans un premier et la conception dans le deuxième, peut-être aurait été probablement plus propice à amener des choses un peu plus de mordant au niveau cyber. Là. C'est effectivement quelque chose qui aurait pu être fait là. Fait que de ce côté-là, ce qu'on en est venu comme un petit peu une petite conclusion à tout ce beau document-là pour une élection sécurisée pour le Québec, du moins en preuve de concept. Je pense que c'est 10 ou 12 villes qui vont être incluses dans le premier test. Mais c'était vraiment de procéder à une révision de ces besoins technologiques et demander un accompagnement par des experts en cybersécurité pour rehausser les exigences. Globalement, c'est d'aller d'un respect des meilleures pratiques lors de la conception et de la mise en œuvre pour minimiser les risques et garantir vraiment l'intégralité et la confidentialité du processus électoral. Pas qu'on se retrouve dans des enjeux plus loin. C'est maintenant qu'il faut passer à cette révision-là des besoins parce que les risques sont quand même inhérents. La compromission de l'application, perte de confiance de la population, manipulation des résultats, vol d'informations personnelles, puis bien sûr, des attaques par déni de service sur la disponibilité de l'application. Puis ça, il y aurait manière de s'inspirer autant des cadres normatifs que de firmes spécialisées en développement logiciel sécurisé qui travaillent pour pour des justement day-to-day dans ce genre d'environnement-là, qui ont les plus hautes exigences. Il y en a des gens qu'on peut demander, puis d'avoir sur un siège une firme experte, puis de se faire vraiment accompagner là-dedans pour vraiment cibler nos besoins. Ce qu'on constate qu'il y avait peut-être un besoin d'aide à ce moment-là du DGEQ pour vraiment rediriger le tir vers peut-être un aspect qui ont dit on va se faire accompagner. Il y a des mentions de là, il y avait un intérêt, mais il manquait la spécialisation d'aller vraiment spécifier réellement ce qu'ils ont besoin, outre que de prendre une liste de requis qu'on a vu qui était bien à la base, mais qui manquait de détails, de profondeur et aussi de méthodes de garantir qu'elles vont être effectives au moment qu'on va consommer l'application. Fait que bref, c'est un tour de roue assez haut niveau, mais ça donne une idée là, du point de vue où sont les points où c'est qu'il y aurait matière à amélioration, du moins pour
possiblement une version qui pourrait un petit peu plus, on va dire, précise sur ses besoins technologiques réels et sa mitigation de risque. Ouais, ça serait intéressant de voir ça. Puis de toute façon, en plus, toutes les recommandations peuvent s'appliquer à peu près à n'importe quel appel d'offres aussi. Dans ce cas-ci, parce que c'est sûr que l'intérêt est qu'un système plus critique au niveau sens de notre démocratie et qui est franchement très attaqué par plein de choses à l'heure actuelle. De le voir autrement dans les autres appels d'offres de façon un peu plus modérée serait très intéressant aussi, là. Yes. Mais sur ça, je te remercie. C'est un excellent tour de roue. J'espère justement qu'on va pouvoir aller plus loin avec ça. Puis je te remercie d'avoir partagé ces informations-là avec nous. Toujours un plaisir. Fait que c'est en espérant qu'il y a il va peut-être avoir voir si ça a fait assez de bruit dans la place publique pour qu'il y ait une revisite de ces normes-là, mais au moins, pour ceux qui écoutent, c'est des choses à penser, là. Dans n'importe quel développement applicatif, tu as raison, Nicolas, on est un petit peu plus critique quand il s'agit de quelque chose qui peut avoir atteinte sur tous et chacun, c'est certain, mais dans le cadre que la cybersécurité est rendue la préoccupation numéro 1 de la plupart des entreprises quand ils se lancent dans des services infonuagiques ou maison, il y a besoin de le considérer, puis ça devrait être plus qu'une mention avec des besoins qu'on identifie, ça devrait être vraiment une analyse pour vraiment s'accompagner et d'avoir les outils nécessaires pour être sécuritaire de base. Excellent. Mais merci beaucoup. Toujours un plaisir.